Le harcèlement moral, c'est une infraction pénale qui a pour objet la dégradation des conditions de travail et ça va se traduire par exemple par des conséquences sur la santé ou sur la carrière. Souvent on pense évidemment aux humiliations et aux insultes, mais c'est pas que ça. Ça peut aussi être par exemple la mise au placard, donc le fait d'un coup de ne plus avoir de mission, à l'inverse d'en avoir trop, ce qui peut aussi être une forme de harcèlement bien sûr, d'être surchargé par la masse de travail. Donc comme c'est une infraction pénale, vous pouvez tout à fait déposer plainte pour ces faits. Pour déposer plainte, vous avez plusieurs voies possibles. Vous pouvez le faire soit directement au commissariat en gendarmerie, soit en envoyant un courrier par lettre recommandée adressé au procureur du tribunal judiciaire de la ville dont vous dépendez. C'est important d'en parler puisque ce sont des violences psychologiques qui peuvent provoquer des lésions graves et on a souvent tendance à minimiser ce type de violences quand on les met dans un ordre comparatif par rapport aux violences physiques ou sexuelles, parce que ce sont des blessures qui ne se voient pas, les violences psychologiques. Mais ce ne sont pas parce que... ce n'est pas parce qu'elles ne se voient pas qu'elles ne sont pas graves, et donc finalement parler de harcèlement moral, c'est aussi rappeler que quand on est une victime de harcèlement moral et qu'on a des blessures psychologiques, eh bien c'est aussi grave qu'une autre agression. Le harcèlement sexuel va souvent avec le harcèlement moral et on les retrouve dans les mêmes équipes et que le harcèlement moral est beaucoup moins connu et ses méfaits sont moins connus de la population des chercheurs dans les labos. Et ça peut aller des pressions excessives pour faire des publications les plus rapides possibles et jusqu'à la mise au placard de certains chercheurs par des autorités hiérarchiques. Je veux juste insister sur le fait que le harcèlement moral me semble, s'il est un peu mieux contrôlé que par le passé, en tout cas au CNRS, me semble être un danger qui risque de croître avec les pressions croissantes qui s'exercent dans le milieu de la recherche. C'est important de parler du harcèlement sexuel dans le milieu de la recherche parce que les doctorantes en général se retrouvent doublement pénalisées. Premièrement parce qu'elles ont la sensation de se retrouver bloquées avec un directeur de thèse parce qu'il y a un financement qui est en jeu, il y a un sujet qui a été choisi et qui est dirigé par ce directeur de thèse. Mais outre cela, il y a des stratégies d'évitement qui vont être mises en place par les étudiantes et donc ça va avoir un impact, outre l'impact psychologique qui est extrêmement important, il va y avoir un impact professionnel pour ces personnes puisque si les personnes adoptent des stratégies d'évitement, nécessairement ça met en péril la thèse de ces personnes, les différents travaux universitaires et donc c'est un peu la double peine pour les victimes de harcèlement sexuel. Le rapport que le comité d'éthique a fait avec des recommandations pour le CNRS, le comité d'éthique du CNRS avec des recommandations pour le CNRS, a été déclenché en 2017. C'est-à-dire c'était avant qu'on parle dans la société de tous ces phénomènes, c'était avant le mouvement MeToo. Donc c'était assez novateur. Mais c'est parce que dans le comité d'éthique, les 15 personnes de ce COMETS, il y avait une personne qui avait été témoin d'un harcèlement moral et en même temps d'un harcèlement sexuel dans un laboratoire de province et qui avait été dans le comité qui avait fait l'examen et l'enquête. Donc c'est cette personne, c'est une femme qui a apporté ce sujet. Mais ça n'a pas été évident de travailler sur ce thème parce que beaucoup des collègues du COMETS, de ce comité d'éthique, pensaient que les recommandations, si elles étaient suivies, risquaient de faire des phénomènes de blocage entre les personnels de labo dans le genre de ce qui se passe aux États-Unis où la répression des violences sexuelles à l'université est extrêmement contraignante, empêche les professeurs de rencontrer leurs étudiantes dans des conditions un peu relaxes. Et donc il y avait beaucoup de réticences. Finalement ce rapport a pu être fait et il y a eu des contacts qui ont été pris
il n'y avait pas de chiffres, donc on n'a pas fait d'enquête, mais on a été contacté des associations comme Clash, qui recueille des témoignages de personnes harcelées dans les laboratoires et qui portent l'affaire devant la justice. Donc Clash nous a donné beaucoup d'informations. Et nous en avons eu aussi par des associations de femmes, des associations féministes, des associations des femmes, Femmes et Sciences en particulier, qui est une association qui est quand même assez puissante et qui n'est pas que dans le milieu des sciences exactes. Hein. Donc nous avons Femmes et Sciences, et puis aussi dans nos milieux professionnels, dans les sociétés savantes, comme par exemple la Société française de physique, qui a une commission femmes qui avait travaillé sur ces sujets-là. Voilà. C'est comme ça qu'on a travaillé, c'était pas à base de statistiques, c'était à base de ressentis dans différents milieux. Les résultats principaux est que quand même les recommandations du comité d'éthique du CNRS s'adressent en priorité à la direction du CNRS, aux ressources humaines et à l'exécutif. Et donc le CNRS a décidé que sa cellule, sa commission qui s'occupe des droits des femmes allait lancer une enquête interne. Alors la mission égalité, c'est l'équivalent d'une sorte de service de l'université qui est là pour agir et mettre en place toute la politique égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations au sein de l'université. Alors c'est autour principalement de 4 axes qu'on se donne. C'est à la fois informer par des guides, par des petits flyers de son existence, de l'égalité entre toutes et tous, mais c'est aussi sensibiliser par des événements comme le mois de l'égalité en mars 2024, ou encore former, donc on fait des formations, là pour l'instant à destination des associations étudiantes, mais l'objectif c'est de développer des informations aussi pour les enseignants-enseignantes, les doctorants-doctorantes et puis les étudiants-étudiantes de l'université et les personnels évidemment. Et après le dernier point c'est lutter, donc lutter là clairement c'est toutes nos cellules de lutte contre les discriminations, donc un signalement spécifique, et la cellule aussi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui est une cellule à part pour une prise en charge spécifique. Voilà, et bien après derrière comment on fonctionne, peut-être ces cellules parce que c'est le point le plus important, c'est leur fonctionnement. Donc il y a plusieurs choses. D'abord, en fonctionnement interne, on est tenu à la confidentialité, ceux qui reçoivent le premier signalement. Donc on ne reviendra pas, les personnes qui nous font un signalement ne donnent pas leur identité à l'ensemble de l'université et ça y est c'est fini pour elles ou eux. C'est uniquement le petit groupe de 4 personnes pour l'instant qui va évoluer qui reçoit ce signalement-là. Ensuite, il y a la question de la neutralité, c'est-à-dire que nos dossiers, on les prend, on les accompagne, on essaye d'avoir l'ensemble des preuves, mais derrière, en termes de décision, on s'assure que les décisions qui sont prises par l'université, elles soient prises en prenant en compte aussi l'ensemble du contexte, également le signalement en lui-même et aussi ce qui aurait pu y avoir du côté aussi de la personne mise en cause potentiellement. Et dans tous les cas, ce qui est vraiment primordial pour nous à l'échelle de la cellule, c'est de bien comprendre que tout le monde peut venir témoigner. C'est-à-dire que tant que, en fait, les considérations pour l'université, pour cette cellule de signalement VSS en particulier, c'est tant qu'une personne dans la situation est membre de la communauté universitaire de Nanterre, elle peut venir nous voir. Donc que ce soit la personne qui est directement victime des faits, ça peut être aussi des témoins de la situation, et ça peut être aussi les enseignants, les enseignantes, les camarades à qui la personne victime aurait pu rapporter la situation. Ça c'est vraiment important. Et après il y a souvent la question du lieu. Le lieu, on n'est clairement pas à se poser la question est-ce que ça a lieu sur le campus strictement ou non. Ça peut être en dehors parce que ça a un impact sur ce qui se passe aussi à l'université.
Donc ça, c'est vraiment important. Et puis après, derrière, évidemment, la personne mise en cause, si elle fait partie de l'université, on a des mécanismes pour réagir dessus. C'est-à-dire que y a les procédures habituelles, soit un entretien de cadrage ou de recadrage si c'est quelque chose qui mérite simplement de rappeler le cadre universitaire. Et sinon, ça peut être des décisions disciplinaires. Et alors là, c'est la décision disciplinaire, elle permet aussi à la personne mise en cause de s'exprimer. Souvent, l'inquiétude, c'est mais la neutralité, les fausses accusations. Il y a cet espace aussi d'expression qui est là et de défense qui est là. Et, là, et ça, pour le coup, cet espace-là, cet espace disciplinaire, cette section disciplinaire, elle est souveraine dans sa décision. C'est pas la présidence qui prend une décision pour l'ensemble de l'université. Voilà. Et je voulais rajouter aussi que vraiment, c'est important. Il n'y a pas de nécessité d'avoir une procédure en cours auprès du pénal. C'est un autre cadre sur lequel évidemment on a des interactions et ça on en discute avec les personnes signalantes, mais c'est clairement pas la priorité, c'est pas quelque chose qu'on attend des personnes qui viennent faire un signalement auprès de nos cellules.